Europe 1. Le journal de 7h, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Tiens, imaginez Dimitri, Anissa, vous êtes tranquillement chez vous à Phoenix, dans l'Arizona. Vous regardez un film ou vous savourez un café américain, plutôt du genre léger, lorsque tout à coup, un inconnu frappe à la porte. L'envoyé spécial d'Europe 1 aux États-Unis a accompagné ces militants démocrates chargés de faire du porte-à-porte, convaincre les lecteurs de voter pour Kamala Harris. Voilà leur mission. Reportage Caroline Baudry. Les quartiers résidentiels de Phoenixville, ces maisons en briques rouges, ces pelouses impeccables. Ici, autant de démocrates que de républicains. Alors Emma, bénévole de 33 ans, tente sa chance à de nombreuses portes. C'est tellement serré qu'une seule personne peut vraiment faire la différence. Bonjour, je m'appelle Emma, je fais campagne pour Harris. Une vieille dame se tient à distance, une ex-trumpiste passée démocrate. J'ai vraiment l'impression que Trump a fait des choses bien quand il était président. Mais je suis convaincue que maintenant, il est fou. La militante s'assure qu'elle est bien inscrite sur les listes et qu'elle se déplacera pour voter. Une personne de plus, ça vaut le coup. Je parle aussi aux gens de leur liberté, si c'est une femme par exemple, de celle d'avorter ou non. Au juste, vous savez dans quel monde nous voulons vivre. Plus compliqué côté républicain, à 4 jours du scrutin, trop tard pour les convaincre selon elle, et même difficile d'échanger avec eux. Vous pourriez me dire pour qui vous allez voter? On vit dans deux mondes différents et malheureusement c'est impossible de communiquer avec quelqu'un qui ne raisonne pas de la même manière, avec la même vérité que vous. Peu importe, Emma reviendra cet après-midi avec une amie qu'elle a recrutée. Phoenixville, Caroline Baudry, Europe 1. Voilà, et Phoenixville, en Pennsylvanie. Correction, votre honneur, Kamala Harris ou Donald Trump, vote final pour la présidence des États-Unis ce 5 novembre. Résultat du scrutin chez nous en France. Attention, ce sera dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 novembre. Et en Espagne, on espère encore trouver des survivants après les terribles inondations de la nuit de mardi à mercredi. Valence, après l'apocalypse, terrifiant spectacle, épouvantable bilan toujours provisoire ce matin. Près de 160 morts, plusieurs dizaines de personnes toujours portées disparues. Trouver des rescapés, c'est justement ce que tentent de faire les habitants de Paiporta. Cette commune de la banlieue sud de Valence fait déjà figure de ville martyre. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1, Charles Lullier. Regardez, le camion des pompes funèbres lance cet employé communal en pleine rue, presque dans l'indifférence générale, tant les riverains ici s'y sont habitués depuis 2 jours. Il y a beaucoup de malheur avec tous ces morts, mais ce que je retiens, c'est toutes ces familles orphelines qui vont se retrouver dans des situations économiques très délicates. On espère qu'il y aura le moins de morts possible, mais il y a tellement de disparus, on espère limiter les dégâts sur le plan humain. Des disparus dont le nombre reste très vague pour l'instant. Mais la priorité est ailleurs pour Iker, qui lui aussi travaille pour la ville. Il souhaite s'occuper des sinistrés. C'est la priorité pour l'instant ici. On aide les gens, on les évacue aussi. On apporte de l'eau, de la nourriture, on fait de l'humanitaire, on fait ce qu'on peut. C'est une catastrophe. J'ai beaucoup de peine. Des morts qui, pour beaucoup, sont transportés au palais de justice de Valence, à quelques kilomètres de là. Un palais de justice transformé en morgue et où les familles ont la très lourde tâche d'identifier les corps. Paiporta, Charles Lullier, Europe 1. Autre conséquence de ces inondations sans précédent, les transports sont quasi à l'arrêt. Il n'y a plus de liaison ferroviaire grande vitesse entre Madrid et Valence. Circulation des TGV suspendue pour 2 semaines minimum, peut-être 3, dit le ministre des Transports espagnol. La politique, transformer une défaite parlementaire en coup tactique, c'est peut-être ce qu'a réussi à faire le Rassemblement national hier à l'Assemblée nationale. Le RN bénéficiait de ce que l'on appelait une niche parlementaire. 1 jour par mois, chaque groupe d'opposition fixe l'ordre du jour avec la possibilité de faire adopter l'un de ses textes. Expulsion des étrangers délinquants, réforme des retraites, proposition de loi toutes rejetées, mais cette défaite cache en réalité une victoire. Maï-Hélène Trémollet. Dans un hémicycle survolté, le RN vise chaque groupe politique, à commencer par la gauche qui s'oppose au projet du parti d'abroger la réforme des retraites. Défaite du RN qui permet surtout une clarification selon Marine Le Pen. Tout cela révèle une chose. Nous savions déjà qu'ils étaient extrêmement sectaires, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à trahir leurs électeurs pour ne surtout pas voter autre chose que le texte qu'ils ont eux-mêmes déposé. Le parti à la flamme se tourne ensuite vers la droite avec des propositions défendues historiquement par les LR comme l'expulsion systématique des délinquants étrangers, manière de contraindre le bloc central à justifier son refus de voter aux côtés du RN. Nicolas Daragon, ministre chargé de la sécurité du quotidien. Je partage l'objectif de votre proposition de loi, mais les moyens d'agir que nous choisissons doivent être conformes au droit. Le gouvernement proposera d'adopter des mesures pragmatiques et réalisables
durables qui permettront de réduire drastiquement l'immigration en France. Ce sera du concret. C'est une victoire symbolique donc pour les troupes de Marine Le Pen qui revendiquent une attitude responsable en pointant du doigt l'incohérence des autres groupes politiques. Un reportage Maï-Hélène Trémollet du service politique d'Europe 1. C'est un drame de la route qui a fait réagir. Il a coûté la vie au fils du célèbre chef étoilé Yannick Aleno. Le procès du chauffard responsable de l'accident mortel s'est tenu hier à Paris. Et Antoine Aleno, 24 ans, était au feu rouge au guidon de son scooter lorsqu'il a été percuté par une berline surpuissante ce soir de mai 2022. Le conducteur, Francky de Pléchin, 27 ans, est sous l'emprise de l'alcool. La voiture n'est pas la sienne, il vient de la voler. À l'audience hier, le procureur a réclamé 8 ans de prison à son encontre, un procès qui a remis la question de la création d'un délit d'homicide routier au centre des débats. La loi promise n'a toujours pas été promulguée, Antoine Bienvaux. Oui, d'abord voté en première lecture à l'Assemblée en janvier, le texte a été suspendu après la dissolution de l'hémicycle en juin. Un contretemps fâcheux pour les familles de victimes qui réclament depuis longtemps une requalification de ce type de délit. Car selon Jérôme Moreau, vice-président de France Victimes, le terme d'homicide involontaire aujourd'hui en vigueur est tout simplement inapproprié. Quelqu'un qui est à 160 km/h, pour les victimes, c'est inentendable que ça soit qualifié d'homicide involontaire. C'est une victimisation secondaire qui ne reflète pas la réalité. Plébiscitée par l'ensemble de la classe politique en première lecture, la proposition de loi devrait prochainement revenir sur la table des parlementaires, comme l'explique le rapporteur du texte, le député LR, Éric Pauget. Les voyants sont au vert, j'ai des assurances de la part des ministres concernés. C'est un texte qu'on va pouvoir réinscrire ou en décembre ou en janvier. C'est un texte qui, à mon avis, ira à son terme. Personne ne remet en cause l'idée de créer l'homicide routier dans le code pénal. Si la loi est adoptée, elle pourrait ainsi pousser les magistrats à prononcer des peines plus lourdes pour les auteurs de ce type de délit. Antoine Bienvaux. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h08. Vous les avez peut-être croisés hier soir dans la rue à l'occasion d'Halloween. Des vivants déguisés en morts vivants, ça nous rappelle quelque chose, hein? Ah bah, devinez. Thriller de Michael Jackson, clip le plus long de l'histoire à l'époque, mais surtout célèbre pour sa chorégraphie de zombies. On va en parler des morts vivants sur Europe 1. Anissa est en train d'exécuter les pas de danse mythiques. Mais ceux-là sont d'un genre particulier, Anissa, Dimitri. On oublie les cinémas et les films d'horreur. On oublie le clip de Michael Jackson. Direction le Quai Branly à Paris pour une exposition sur la culture vaudou. Marie Jiquel. Oubliez le zombie hollywoodien, ici statuettes magiques, costumes, photographies et poupées sacrées de la culture vaudou nous présentent un zombie plus fascinant qu'effrayant. Philippe Charlier a enquêté en Haïti pendant plusieurs mois pour monter cette exposition. D'archéologie du zombie et d'aller directement en Haïti, à l'endroit même d'où vient ce concept anthropologique très très particulier, celui d'un homme ou d'une femme qui ont fait le mal, qui ont été jugés par une société secrète, qui ont été mis dans un état littéralement d'esclavage moderne, qui vont vivre cette vie qui est une peine pire que la mort pendant une dizaine, une quinzaine ou une vingtaine d'années. Redécouverts par les ethnologues américains au début du XXe siècle, les zombies d'Haïti vont inspirer l'industrie cinématographique pour devenir des créatures proches du vampire. En Haïti, quand on se fait mordre par un zombie, ça arrive, on se lave avec du savon et ça s'arrête là. Dans le zombie hollywoodien, quand on se fait mordre par un zombie, on devient un véritable zombie. Donc c'est vraiment deux mondes complètement différents. Des zombies bien vivants en Haïti, on en compte 10 000 sur l'île caribéenne. Marie Jiquel, l'exposition Zombie au Quai Branly, c'est jusqu'au 16 février. Voilà. Le rire évidemment mythique de Vince Price. Qui était Vincent Price. Oui. C'est celui qui... c'est le rire sur le morceau de Michael Jackson, Thriller. Mais qui est Vincent Price? Acteur célèbre des films d'horreur. Eh ben voilà, mais il faut toujours éclairer, mon Christophe. Donc excusez-moi. L'état de sa culture, là. Tout le monde ne connaît pas Vincent Price. Merci. C'est vrai, vous avez raison. Merci beaucoup, Christophe Lamar, c'était votre journal.